On y va. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir Alice. Ravi de vous retrouver pour ce 4e book club de confinement. Alors, on est au milieu du gué, du confinement, j'espère. En tout cas, d'un premier desserrement. Donc, on est au 4e, il nous en reste 3. Je vous ai déjà annoncé le livre qu'on verra la semaine prochaine, on en reviendra à la fin. Et on a déjà aussi défini les 2 suivants, donc, qui seront les derniers de notre série, en tout cas de confinement total. Aujourd'hui, on va vous parler, alors je remets mon partage d'écran, voilà, si ça marche. Hop, voilà. On va vous parler du Jeune Angeline, j'ai le même, enfin je l'ai en vrai, c'est encore mieux, qui est un livre assez particulier, je trouve, moi, dans notre bibliothèque de Lynn, avec nos auteurs favoris, parce que c'est un des rares livres, ou en tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup, qui est écrit par un patron. Oui, c'est Alors, vrai. il y a beaucoup de bouquins écrits par des chercheurs, des enseignants, des sensei, des fondateurs, mais il n'y en a pas tant que ça, et en tout cas pas à ma connaissance, écrits par des Ah patrons. ouais, Alors, en ouais. excluant par exemple un Nicolas Chartier qui vient de contribuer au Lean Sensei, mais qui... Devenir un leader lean, oui. Oui, pardon, en français dans le texte. Je ne sais pas si toi, tu en as d'autres en tête, mais en tout cas, pour moi, c'est un des seuls. Oui, le suivant qu'on va faire avec Jacques aussi. Jacques est quand même patron. Et toujours patron d'ailleurs, puisqu'il est C'est vrai. chairman d'une grosse boîte maintenant. Mais oui, c'est vrai. Moi, c'est un livre c'est un livre que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Je me souviens de lire le manuscrit, ça m'a fait beaucoup rire parce que par rapport aux lignes très intellectuelles des intellectuels, donc de Liqueur d'un côté sur le Toyota Way ou de Lynn de Jim et Dan. Ça, c'est Lynn avec lequel j'ai grandi. C'est comme ça que j'étais formé. C'est Ouais, quand c'est même ça. beaucoup plus, c'est plus direct. C'est C'est assez moins. concret. Ouais, c'est assez Ah concret. oui, c'est autre chose, oui. C'est assez concret. En plus, c'est un Américain quand même. Donc, c'est aussi encore plus peut-être pragmatique que même nos façons de voir Bon, les ça, je pense que c'est Hart qui est comme ça. choses. D'accord. Alors, en tout cas, ce bouquin, il est à la fois récent, mais il a quand même déjà quelques années. Il a été écrit en 2013 et paru en France en 2014. Et c'est donc l'histoire de Art Burn qui nous raconte sa vie de patron depuis la découverte du Lean en 82, quand il était chez GE. Alors évidemment, en plus, ça fait sourire de savoir qu'il a découvert le Lean chez GE, parce que c'est pas forcément Ah non, c'est pas l'endroit où on. voilà, l'endroit où on imagine qu'on peut découvrir on va dire, le Lean de Toyota. Ce qui est ironique, c'est que maintenant, dans toute la séquence Heartburn, Danaher, etc., maintenant, c'est un type qui vient de Danaher qu'ils ont mis à la tête de GE. D'accord, donc en fait, D'une certaine façon, c'est le Lean a gagné la chez suite, GE, ouais, bizarrement. c'est ça. Après que Jack Welch ait créé le grand alternative au Lean, qui est le Six Sigma. Oui, Et et dont en, d'ailleurs Harburn dit dans le livre, c'est quoi ce truc vraiment qui n'est pas du tout du Lean. ouais, mais en fait, la petite histoire, c'est que le Six Sigma est venu parce qu'ils ont fait du Lean. Donc, ils ont fait du Ils ont Lean dans commencé par ça, c'est ça? Ils l'ont bah, complété par... non, il faisait plein de trucs. Il y avait Jack Welch qui faisait Oui, surtout les transformations, il faisait plein de trucs. Mais il y a un endroit où ils ont fait, pas du lean exactement, plutôt du ranging de process, mais ils ont réduit les lead time très considérablement. Je ne me souviens plus sur quelle activité. Mais ils ont réduit les lead time, mais du coup, ils se sont rendus compte qu'ils ont réduit les lead time en moyenne, mais que leur variabilité a augmenté. Et donc, Jack Welch cherchait quelque chose pour réduire la variabilité, qui était due à la réduction de la lead time, puisqu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas de pool, il n'y avait rien. Et il y avait son pote qui était, je ne sais plus où, à Motorola, je crois, qui dit, mais nous, on fait un truc qui ne fait que de la réduction de variabilité, c'est le Six Sigma. Et c'est comme ça que le Six Sigma est devenu le truc de GE, et c'est comme ça que le Six Sigma est devenu, étant poussé par GE, et tous les consultants sont mis dessus, et c'est devenu une mode managériale à part entière. ok. Quand le Six Sigma s'est épuisé et que le Lean était toujours là, puisque c'était là depuis le début, il y a des petits malins qui ont dit bah, c'est pas grave, on va faire du Lean Six Sigma.
Et tu dis vraiment, mais les gars, vous n'avez pas mieux à faire. Enfin, je veux dire, Ils ont quand même un peu gagné parfois, hein, dans certains endroits encore. Bah, surtout, ils ont été très riches. Enfin, moi, je dois reconnaître à Jim et Dan le fait qu'ils ont, ça je le sais, je me souviens des discussions, ils ont sciemment décidé de ne pas être riches. Ce qui est quand même extraordinaire. Parce que à l'époque, tout le monde se faisait des couilles en or avec les certifications. Ouais. C'était un racket et c'était tout le but du Six Sigma d'ailleurs. C'était un type qui, dans un ranch, a mis des wagons entiers de gens de GE. Et Jim et Dan ont toujours pensé que ce serait malhonnête de faire une certification sur quelque chose qui évolue sans arrêt et dont on apprend sans arrêt. Et on voit bien Et, qu'il y a encore ces écoles aujourd'hui. oui, et il y a eu une grosse pression à l'époque où c'était à la mode pour faire une certification et ils n'ont jamais cédé. Bon. Et on fait pourtant encore beaucoup de yellow belt et tout ça partout. Ah, Voilà. Alors, en fait, donc Art Byrne, patron assez connu de la société Wiremold, c'est pas très facile à dire. Et en fait, cette société, on l'a vu apparaître avant qu'il n'en parle dans plein de livres. Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est on l'a vu dans le système Lean, puisque c'est là où il a rencontré Jim Womack. On l'a vu, bien sûr, dans des livres que tu as écrits, puisque Ori Fiume, notamment, qui est donc un des co-auteurs de la stratégie Lean, et aussi un ex-directeur, enfin, en tout cas à l'époque, était directeur financier de Wiremold. Donc, c'est une entreprise qu'on a déjà vue sous différentes facettes. Et là, c'est donc le patron qui va nous en parler. Enfin, le patron, et puis après, il est passé à autre chose, mais il est resté quand même très longtemps chez Wiremold, et c'est là où il a vraiment appris à mettre en place une démarche Lean et je pense que c'est là où il a construit tous ces standards après ce qu'il a déployé d'entreprise en entreprise, puisqu'en fait, il a quand même il a déployé du Lean dans une trentaine de sociétés entre le moment où il a été patron de Wiremold et puis d'autres entreprises après, et puis maintenant d'un fonds d'investissement dans lequel en fait il va à nouveau enfin, des si je me entreprises en souviens, déployant du Lean. il est arrivé chez Wiremold avec l'expérience de Danaher. Danaher, oui. C'est à Danaher qu'ils ont travaillé avec les consultants de Mais il Shinglin. n'était pas dirigeant à l'époque. Non, mais il C'est pour était un ça des que deux. c'est Il voilà, était quand même. Oh, il n'était pas dirigeant, il était. patron d'un site ou quelque chose comme ça, quoi. Ah non, non, il était patron de. Non, non, Danaher était très décentralisé, il était patron de la moitié du business, il avait plein de D'accord. boîtes. Non, non, il était déjà exécutif, Un quelque des chose. dirigeants, mais Ah, pas le patron, quoi. il n'était pas le patron, parce que ça appartenait à quelqu'un d'autre, mais il n'était pas le patron, mais il était déjà très. Et c'est là qu'il a vraiment appris avec les Ozo de Shinigutsu, qui étaient des gens qui avaient appris avec Ono. Alors, oui, c'est ça, c'est qu'en plus, il a appris avec des gens directement issus du TPS, quoi, pour le coup. Bah, Alors moi, une première l'histoire, chose, en tout cas, pardon, mais vas-y. l'histoire, c'est juste que l'histoire est marrante. Moi, ce que m'a raconté Orifumet, c'est qu'en fait, alors je sais plus si c'est Art ou si c'est George Konisaker que c'est arrivé, mais qu'ils ont chopé ils étaient dans un séminaire Mm. au Japon avec les gens de Shingizutsu et qu'ils les ont suppliés de venir travailler aux États-Unis. Et puis je sais plus comment, et les gens ont dit non. Et je sais plus comment ils se sont retrouvés aux États-Unis. Ils sont venus faire une présentation, Mm. et le soir encore au restaurant, ils les ont suppliés de venir travailler avec eux. Et ils leur disent non, non, vous êtes trop mauvais, etc. Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour être bon? Et dit puisque c'est comme ça, ben, après, à la fin du dîner, bon, allons sur le terrain. On va sur le terrain et si vous savez me faire ça, faire bouger les machines, des trucs incroyables, On y va, peut-être que c'est ça. j'envisagerais de travailler avec vous. Et du coup, Art, ça dit, bah, allons-y. Donc, la nuit même du dîner dans l'usine, ils Pour ont aller déplacer les commencé machines, c'est ça? à Bon. appeler les mecs de maintenance de nuit et déplacer les machines pour convaincre les gens de Shingizutsu de travailler avec eux. Ils ont travaillé avec eux après pendant 10 ans. Voilà, donc une belle collaboration. Alors en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, la première chose, c'est je me suis dit, mais bon sang, pour être poli, euh, pourquoi je ne pense pas à faire lire ce livre aux gens avec qui je peux travailler, tellement j'ai trouvé ça clair. Il arrive avec sa posture où il nous dit, voilà, le lean, c'est ça, le rôle du dirigeant, c'est ça, ce qu'il faut faire, c'est ça, le rôle des managers, c'est ça. Enfin, il y a une espèce de truc, alors là, que du coup, je vais vous montrer à l'écran avec, hop, une slide que je vais essayer. Non, voilà, c'est celui-là que je veux, qui est donc celle-ci.
Ça, le SMED n'est pas encore excellent ici, on est d'accord. Voilà. Il arrive et donc il nous dit, voilà, le Lean, les 3 idées fondamentales du Lean, c'est productivité égale richesse. Donc, faire de la productivité, c'est ça qui va développer la boîte. Focalisation sur les processus plutôt que sur les résultats et généralisation du travail d'équipe à toute l'entreprise. Alors, évidemment, c'est à la fois très logique, mais pour lui, à partir de là, voilà, on peut y aller et c'est bon. Enfin voilà, on a tout compris quoi. Alors, et cette clarté, on la retrouve à tous les moments et j'ai trouvé ça assez impressionnant et voilà. Et pourquoi on s'en sert pas plus quoi? Il y a une espèce de truc qui est vraiment dingue. Oui, c'est très mystérieux. Moi, je suis d'accord. C'est très clair dans sa tête. Et moi, enfin, l'équivalent d'Heartburn en Europe, c'était mon père qui lui a travaillé dans des plus grosses boîtes parce que c'était des sous-traitants automobiles. Mais c'est pareil, j'ai toujours été frappé par le fait qu'ils ne se faisaient pas, comme tout le monde, des nœuds au cerveau. Enfin, je veux dire, ils avaient une Ouais. idée très claire de ce qu'ils voulaient faire. Ceci étant, dans les 2 cas, ce sont des gens qui ont été patrons avant de faire du lean. Donc, tu veux Leur dire qu'ils apprendre, ont une bonne connaissance, ça veut dire qu'ils ont une bonne connaissance Ah, des processus, ils de la connaissaient surtout non, fabrication, et la finance. de la finance. Ils connaissaient les mécanismes de l'entreprise. Enfin, ce sont des gens, la finance, les relations sociales, la fabrication. Donc, ce sont des gens qui connaissaient les mécanismes de l'entreprise par cœur et qui ont tout de suite vu, contrairement aux autres, ce que le Lean pouvait leur apporter et ce que les astuces de Toyota pouvaient leur apporter. Ils ont vu le gain. Ce qui est beaucoup plus surprenant de mon point de vue, je n'ai jamais compris pourquoi, c'est pourquoi si peu de patrons Bah ouais. voient le gain. Parce que le gain, il est évident et spectaculaire. Voilà, il y a pas photo. Et en fait, alors si peu, il y en a, hein, les patrons qu'on connaît autour de nous, ils le voient le gain, ils l'obtiennent d'ailleurs. Mais pourquoi si peu de patrons voient le gain? Oui, tout à fait. Il se pose la même question hein, d'ailleurs. À un moment, il dit, vers la fin, il dit, je ne comprends pas avec tout ce que je vous raconte pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font du lean. Sans doute parce que c'est plus compliqué de changer des dirigeants et de changer leur modèle mental, en gros, pour faire simple. Oui, on sait pas trop. C'est son explication à lui. C'est son explication. On a eu beaucoup de débats là-dessus. À l'époque des années 90, il faut voir le truc. Wire devient connu. Et à un moment donné, ils sont visités. Il y a une visite 1 fois par semaine. Donc c'est quand même pas, c'est pas C'est Toyota, pareil. Ouais. c'est pas rien, c'est quand même une petite boîte. Et donc à un moment donné, ils réfléchissent au truc et ils disent bah, pas de problème, on continue de visite si le patron vient. Mm. Et là, plus personne ne vient. Et ça les a, je me souviens qu'Ori et Hart ont été très surpris Bousculé. et Ouais. bousculés par Mm. ça. Et après, ils ont dit bon. Mais effectivement, c'était un truc de mec d'opération. Il y avait plein de gens qui allaient voir, c'était du tourisme industriel. Mais des patrons qui voulaient comprendre comment on le fait, il y en a très très peu. Mais ceci étant, c'est encore très récent parce que Nicolas, dont on parlait, Nicolas Chartier, là, le patron d'Aramis, qui est tombé dedans, je me souviens du dîner avec Ori Fiume et de Ori en train sur le tableau blanc de l'OBIA de Nicolas, en train de reprendre la stratégie de Warren Mall, en train d'expliquer les trucs, et ils se parlaient parfaitement, ils se comprenaient parfaitement. Donc c'est pas, il y a quelque chose que, clairement, des gens qui sont dans cette position-là comprennent très bien de quoi ils parlent, mais par contre, c'est très très bizarre, effectivement, qu'on arrive à en accrocher aussi peu. Et en plus, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il dit c'est vrai partout. Enfin, tout de suite, il est convaincu, il dit c'est vrai partout, c'est vrai pour la prod, c'est vrai pour le service, c'est vrai pour les hôpitaux. Enfin, il donne pas mal d'exemples, puisqu'après, il nous raconte des exemples de boîtes dans lesquelles il est allé faire des déploiements. Mhm. Et donc, il dit, et c'est même encore plus vrai pour les services aujourd'hui, où finalement, à force d'avoir mis des systèmes d'infos qui rendent tout opaque, ou qui ont carrément enfin, mis de la machine sur des défauts, en fait. Oui, 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 ça c'est sûr, oui, c'est ça. Voilà, Ouais, du ouais. coup, on a encore plus ancré les gaspillages en mettant des Bah, machines. avec toute l'informatique qui a rigidifié des Voilà. gaspillages partout, ouais, Et donc, du coup, tout ils est disent, inscrit dans là, le système. c'est évident que ça gagnerait encore plus peut-être qu'en manufacturing, où aujourd'hui, on a quand même fait aussi pas mal d'efforts, on va dire, autour des process, quoi. Mais du coup, enfin, ça m'a reposé cette question aujourd'hui en me disant, mais peut-être qu'il faut que j'essaye moi-même de plus diffuser ce livre, et je suis ravie qu'on l'ait choisi pour en parler, et ça va voilà, le faire remonter à la surface. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est le livre qu'il faut mettre dans les mains d'un patron. Ouais, Oui, tout à fait. ça me semble évident. Il y en a plein d'autres qui sont très intéressants, mais c'est celui-là pour les patrons. Mm, Et puis après, si ça les intéresse, voilà, ils peuvent aller mm, mm. continuer voilà, par d'autres lectures.
Un autre point qui est quand même assez marquant, et ça, alors, enfin, oui, c'est bien parce qu'il était en plein dans l'action, c'est bah, lui, il a carrément tout de suite commencé par le flûte tiré et le cambon. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par de la philosophie, on commence pas par voilà, de la pensée, on ne commence pas par, Bah, même, alors, par les bah, gaspillages tout de suite, il les non, voit en non, conséquence. Il même rentre pas dans le par cambon, le, quoi. même pas par le flux tiré, vraiment par le Kanban. Par le Kanban. Il C'est met alors, pour la petite histoire, la première fois, c'est encore chez G. En Cheji, fait, oui. c'est vraiment là qu'il découvre le lean. Et alors, donc il raconte effectivement dans le livre qu'il a mis en place, quelqu'un est venu le voir qui revenait du Japon et qui a voulu tester quelque chose qu'il avait vu au Japon avec le Kanban et qui lui propose de mettre un Kanban entre deux usines qui sont donc fournisseuses et clientes l'une de l'autre. Il met les choses en place et là, il voit dans les deux cas les stocks disparaître, enfin, en tout cas, voilà, tous réguler comme on peut attendre avec du Kanban. Et un truc incroyable, et il voit tout ce qu'il peut gagner avec tout ça, et il est le premier surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ça en plus. C'est ça qui était Ouais, assez c'est pour marrant. lui inattendu. Donc ça, c'est assez rigolo. Bah, et l'histoire suivante est rigolote. Là, quand il va chez Danaher et que donc avec George Koenigsegger à qui il s'amuse à ça, donc ils vont dans un business qui allait très mal, ils mettent en place du Kanban, les stocks disparaissent, le taux de livraison augmente. À l'époque, on est dans les années 90, donc le business se portait bien. Dès que le taux de livraison augmente, le chiffre d'affaires augmente, enfin tout va bien. Mais ils ont un problème, c'est que dans les calculs de coûts américains, les coûts ne sont plus absorbés par les stocks, puisqu'on a fait diminuer les stocks. Donc Mm. pendant une période, avant Mm. que ça se rétablisse, financièrement, Ouais. ça impacte ça impacte leurs résultats Leur compte négativement. de résultat. Mm. Ça impacte leur compte de résultats. Et à ce moment-là, les frères, ces deux frères qui sont les propriétaires d'un AR font une visite surprise en essayant de comprendre ce qui se passe. Et ils leur ont rien expliqué. Ils les ont pas gardés en salle, ils les ont ramenés sur le terrain et ils leur ont montré toutes les salles de stock où il y avait du stock qui était vide et l'efficacité des cellules, etc. Et il semblerait que les deux ont regardé ça, ont rien dit et se sont retournés et ils ont dit à quelle vitesse pouvez-vous diffuser ça dans les autres entreprises du groupe. Et donc, en fait, Danaher donc, est une des grandes entreprises qui est classique dans le Lean parce qu'ils ont fait le Danaher Business System à la base de À cette partir de ça, expérience. en partant de ça, c'est ça. En Ouais. partant de ça, qui a été très très efficace, ils ont évidemment beaucoup prospéré, mais je vois très bien le moment où, de surprise totale de ne pas comprendre ce qui se passe dans les comptes, d'aller sur le terrain et voir les salles vides où il y avait des Mm. stocks et qu'ils n'ont pas réagi comment, ils ont compris eux aussi tout de suite l'intérêt du point de vue du business. Ouais, et alors du coup, enfin, là-dessus dit, moi c'est vraiment ce qui m'a convaincu. Enfin, c'est Art Byrne qui dit ça. C'est ce qui m'a convaincu de la nécessité de sortir des objectifs classiques qu'on Oui. pilotait dans les entreprises, parce que avec un compte de résultat qui se dégrade et pourtant du cash qui rentre et des dépenses qu'on fait en moins, voilà, qu'est-ce qu'il faut privilégier finalement? Et alors là, il a une réflexion qui est peut-être plus liée à la compta américaine. J'avoue que je ne connais pas assez les subtilités entre les coûts, le calcul des coûts standards et notre comptabilité, mais en tout cas, il a vraiment dit, OK, maintenant, en plus, dans une entreprise lean, enfin, si on veut faire du lean dans une entreprise, il faut en plus qu'on change nos manières de calcul des coûts pour qu'on voit vraiment la réalité apparaître au grand jour et que voilà, qu'on ne soit pas Ça, noyé par des trucs ça qui a ne sont été pas très intéressants. Ça a été très loin, puisque quand il a réussi à convaincre Rory Fiume à Warmol, qui était donc son directeur financier, mais alors, directeur financier de chez directeur financier, Rory, c'était C'est un vrai? public accountant, oui, il venait d'ailleurs des comptes publics, enfin, je veux dire, il y croyait pas du tout au début. Et quand il a convaincu, ils ont développé le lean accounting, enfin, ils ont écrit Oui, un oui, oui, bouquin, bah, ils ont il a écrit développé des toute bouquins une. là-dessus. Oui, parce que vraiment, ils ont compris ce problème, Ouais. c'est que les calculs d'absorption des coûts étaient complètement idiots. Oui. Et alors, du coup, alors, si on parle d'Orifumé, enfin, ce qui était drôle, enfin, parce que notre ami Art donc, s'est fait la main dans les premiers Kanban chez G et puis chez Danaher. Et puis après, bon, il est arrivé donc chez Wiremold, où là, il s'est dit, tiens, maintenant, j'y vais, je suis patron de cette boîte et je vais mettre en route mon plan d'action. Et son plan d'action, c'est notamment comment je fais venir tous les dirigeants, comment j'embarque les gens. Et donc, du coup, notre Henri Fumé nous raconte, enfin, en tout cas, Art nous dit, j'ai même mis Henri Fumé dans un
un Kaizen pour organiser un SMED ou un changement de machine. Ou, enfin voilà, en tout cas, c'est. Et je l'ai fait exprès justement parce que des gens comme fumés financiers classiques, tant qu'ils n'ont pas mis les mains dans la patouille, comme je dirais, ils ne peuvent pas changer d'avis. Quoi. Oui, Henri le raconte de façon très drôle parce que lui, il dit d'abord, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire du SMED? Je suis un financier, j'y connais C'est ça, rien. Et d'ailleurs, en plus, ils avaient beaucoup de doutes parce que Wiremold avait essayé de faire du juste à temps. Donc, ils avaient fait du juste à temps sans rien comprendre. Du coup, leur taux de livraison s'était dégradé. Ils avaient réduit les stocks sans rien changer. Donc, leur taux de livraison s'était dégradé. Ça avait été une catastrophe. C'était un bain de sang. Donc, Henri Fiumet était quand même pas très convaincu. Le nouveau patron lui demande d'y aller. Il y va. Et alors, en bon comptable, il dit qu'il a compté tous les coûts pendant le chantier. Il n'a fait que ça. Donc, il a tout compté, tout ce que ça coûtait, tout ce qu'il fallait dépenser pour faire le SMED, etc., etc. Et il se souvient encore du moment où il a commencé à voir les résultats et il a juste arrêté de compter. Et il a juste arrêté de compter, il dit mais on s'en fout de ces coûts, on s'en fout de tout ça. Les résultats qu'on va avoir sur le cash et sur la flexibilité et notre capacité de livraison sont tels que ce truc-là va être une mine d'or. Donc on visualise là, le comptable qui est en train de compter chaque boulon qu'on est en train de dépenser et qui à un moment donné comprend ce qui se passe et puis juste arrête de compter et dit bon il faut y aller quoi. Et là-dessus, c'est vrai que on est toujours piégé par les questions. Alors j'aurais combien de ROI sur le Kaizen? C'est pas ça le sujet, quoi. Enfin, si, c'est totalement le sujet, je trouve que ça se compte pas comme ça. Oui, c'est ça. Ça se compte pas comme ça. Et là, du coup, alors, Orifumé était en fait dans le plan de Heartburn, parce que ce qu'on voit, et je vais vous partager la slide, c'est qu'effectivement, il a quand même toujours, lui, son plan en tête, et son plan en tête, voilà. C'est déjà, à chaque fois qu'il va arriver dans une entreprise, déployer les 4 étapes qui sont celles qui sont indiquées là sur les fondamentaux du Lean, qui sont d'abord, il faut qu'on travaille selon le takt time, ensuite du flux continu pièce à pièce, puis définir les standards de travail, et enfin mettre en place le système tiré, les Kanban, voilà, qui sont et qui relient vraiment, il le fait comprendre, mais extrêmement clairement, là encore, c'est en quoi tout ça va nous permettre d'être totalement reliés directement au client. Et donc, c'est là-dessus qu'on va être les plus forts, enfin les plus forts, en tout cas qu'on va faire notre avantage concurrentiel, à la fois en leur donnant ce qu'ils veulent, à la fois avec les délais, à la fois en les écoutant, en comprenant leurs besoins, enfin c'est limpide, quoi. Encore une fois, c'est limpide. Surtout, c'est très pragmatique. Ce qu'ils ont en tête, c'est ce qu'on peut faire de n'importe où. C'est qu'on voit le client et on voit la production et on peut faire un pointillé entre les deux. Donc, on fait le pointillé entre le client et la production. Et puis, ce pointillé, on se rend compte qu'on est en train de travailler par batch. Donc, on commence à calculer le takt time idéal qu'il devrait y avoir, c'est-à-dire le rythme idéal auquel on devrait livrer au client pour le satisfaire. Et puis après, on regarde et puis on voit qu'on n'est pas en flux continu. Ce pointillé n'est pas en flux continu, il se passe plein de trucs. Donc, on va le mettre en flux continu. Et pour tenir et le takt time et le flux continu, il va falloir s'intéresser aux standards de travail des gens. C'est d'un pragmatisme. Yeah. Y a pas, c'est tout. Et une fois qu'on a ça, ce compas-là dans l'œil, on peut le voir sur n'importe quoi. Ce qu'on a vu là en ce moment sur les crises hallucinantes qu'on a sur l'hôpital, etc. C'est entre les gens ne voient pas entre les soignants qui sont en face des patients et qui ont besoin de se protéger avec des masques et les producteurs de masques, il y a un pointillé et il faut juste qu'on arrive à remplir ce pointillé de façon continue. Et alors, on a eu toutes ces stratégies de stock idiotes, les gens qui planquent des stocks, qui les redécouvrent, qui sont périmés, qui je sais pas. Une fois qu'ils ont les stocks, ils commencent à les rationner, qui les lâchent au compte-gouttes, les hôpitaux qui se font engueuler parce qu'ils utilisent trop de masques, enfin que des trucs absolument hallucinants, simplement parce qu'on n'a pas, personne n'a en tête ce pointillé qu'il y a entre le producteur et l'utilisateur et qu'il faut absolument mettre la production au rythme de l'utilisation. Il n'y a rien d'autre à faire. Et qu'une fois qu'on a compris ça, après, on le fait de façon continue. Et là, il le dit vraiment très clairement, il donne plein d'exemples dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment, il dit, alors en plus, il y a quand même quelque chose qui est très, très spectaculaire, c'est qu'il dit, de toute façon, il faut que le dirigeant
fasse la formation aux équipes. Donc moi, mon plan quand j'arrive dans une boîte, et donc comme il en a quand même accompagné un certain nombre, il est quand même rodé. Il arrive et il dit c'est simple, d'abord je rencontre les gens un par un, je leur dis bonjour et je leur explique l'importance du lean dans notre boîte, et puis après je les prends tout de suite en formation et c'est moi qui les forme, c'est pas un consultant, c'est pas mon lean officer, c'est moi, donc comme ça ils comprennent encore plus que le dirigeant est vraiment impliqué, que ce qu'on leur raconte c'est pas n'importe quoi. Et puis après on embarque tout de suite sur le Kaizen. Et alors, ce qu'il faut dire aussi que par rapport à l'erreur que beaucoup de gens font, il est très clair dans sa tête. Il y a deux types de Kaizen. Il y a les Kaizen en industrie, c'est du SMED, et les Kaizen en service, c'est des cellules. Donc, en fait, soit c'est l'industrie et c'est des autoroutes dans lesquelles il faut apprendre à changer de voie, donc c'est du SMED, soit c'est du service et c'est des ronds-points dans lesquels tous les gens qui font des trucs dans les différents départements, il faut les mettre dans une pièce de façon à ce que ça se fasse de façon continue. Donc, quand on parle de Kaizen dans la tête de Hart, on ne parle pas de Kaizen tout azimut. Alors après, il y en a d'autres de Kaizen, parce que par exemple, dans le livre, ils en parlent peu, mais ils ont fait beaucoup de Kaizen sur le développement produit. Oui, ça, il en parle effectivement, et beaucoup comment on travaille avec ses fournisseurs et avec ses clients pour les intégrer et même améliorer leur propre production ou les propres interfaces qu'on a avec eux, mais avec leur aide, évidemment. Il y a eu je sais que dans l'entreprise, ils ont gagné beaucoup de parts de marché parce qu'il y a eu des changements de réglementaires et ils ont été capables de fournir beaucoup plus vite. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une fois qu'on a le pointillé entre le client et la production et après le pointillé avec les fournisseurs, on se rend compte aussi on commence à écouter le client. On commence à s'occuper des problèmes de qualité dont râle le client et on comprend beaucoup plus vite ce dont le client a vraiment besoin. Et je me souviens plus si c'est dans le bouquin ça, mais un des grands succès de Wiremold, c'est de comprendre que les électriciens qui étaient leurs clients avaient besoin de kits et non pas d'aller chercher partout. C'est dans le bouquin. Et deuxièmement, ils se sont rendus compte aussi qu'ils n'avaient pas que des électriciens comme clients. Ils ont commencé à regarder tous les clients possibles, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas identifié comme clients, mais qui venaient quand même qui utilisaient quand même leur matière, comme les entreprises de la générale, etc. Et du coup, ils ont fait des value streams différents. Enfin, je veux dire, leurs résultats ont été spectaculaires, je crois. Oui, ben, j'en ai quelques-uns là, à la fin qu'on pourra regarder, mais c'est effectivement impressionnant son plan d'action qui est vraiment rouleau compresseur et où il est tout le temps très présent, quoi. Très présent. C'est très présent. Je ne sais pas si c'est rouleau compresseur. Non, c'est sa méthode. C'est clair. J'ai pas le sentiment d'un rouleau compresseur. Après, toutes les anecdotes qu'il répondent sont très différentes. Il est clair dans sa tête. Moi, Alors, en tout cas, il est clair et puis il est un peu étonnant. Alors, c'est un personnage. Non, il faut voir que c'est quelqu'un qui a un talent. Alors, il est très clair dans sa tête, il est très droit dans ses bottes. Mais alors, par contre, il a un talent. Il a... Oui, c'est ça. Voilà. Il a un don avec les gens. Alors là, on parle de lui avec des étoiles dans les yeux et il a un truc avec les gens. Là, ce que je vous ai mis en slide partagé, là, c'est une anecdote, mais ça montre quand même sa capacité de entrer en contact avec les gens aussi. Le premier qui est à gauche, qui est Aude Allard, il est allé voir un jour dans une entreprise qu'il venait juste de racheter, je crois, la personne qui était en charge de la gestion et de l'administration du stock. Donc, le stock qui est pour lui quand même le truc sur lequel il faut vraiment agir très vite et en premier. Et il lui a demandé de petit à petit réduire ce stock. Et notamment en mettant des étiquettes en disant ça, c'est de l'hôtel des pièces détachées, mois 1, mois 2, non, l'étiquette, ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut voir à quel point il a intégré le Kanban. L'étiquette qu'il met sur les racks, il met la date à laquelle ça doit être j'en veux un par mois, je crois, qui disparaît. Un par mois. Il met la date à laquelle chaque rack doit disparaître et il lui dit quand le rack disparaît, vous me donnez l'étiquette. Voilà. Donc, il fait un Kanban c'est un Kanban de racks qui disparaissent. Voilà. Non, c'est très marrant à voir.
Et alors, du coup, la petite dame qui s'appelle Barbara ou Barbie, enfin, comme il l'appelle, comme elle s'appelle elle-même, vient lui donner un petit poème, voilà, Ode à l'art. Et bon, elle a entre-temps quand même commencé à lui donner, je crois qu'elle lui donne les poèmes en même temps que la première carte Kanban, justement. Que la première étiquette, ouais, c'est Voilà. ça. Et du coup, mais elle n'a pas l'air contente, voilà. Et donc, quand il lui dit merci, donc elle lui dit, bah, quand même, moi, je vous donne un poème, vous pourriez faire quelque chose. Et du coup, voilà, il lui écrit son poème à lui, L'Hôtel des pièces détachées, et il dit qu'il est venu, du coup, lui lire devant les 60 personnes de l'entreprise le mois d'après pour récupérer la deuxième carte, et qu'ils ont fait comme ça tout leur Kanban et tout leur diminution du stock en poésie, et qu'il en a gardé un très, très bon souvenir. Oui, Bon, oui, non, mais il a ce côté comme ouais, ça. c'est ça qui est quand même un peu, enfin, un peu C'est un proche type qui des sait gens parler aussi d'ailleurs. très très proche des gens et surtout il a ce don de savoir parler à tout le monde. Et en fait, et à nouveau, alors ce qu'il a compris tout de suite, c'est que cette dame se voyait comme propriétaire des stocks. Elle était là pour gérer Ouais, les stocks. absolument. Donc, il a compris le L'attache, choc, ouais, il fallait. l'attachement, oui, l'attachement, le choc mental que ça veut dire. On allait lui enlever ses stocks. Il fallait qu'elle fasse autre chose. Et alors, il a une façon de s'y prendre, oui, mais ça, ça fait partie de son. Il a un talent. Ouais, et on sent, alors on le sent avec cette dame, mais on sent qu'à chaque fois, il dit, euh, enfin, tout ce qu'on fait là, on peut pas le faire sans les gens. C'est vraiment sans les gens les collaborateurs, les gens, les managers, les gens, les dirigeants, les gens, les clients, les gens, les fournisseurs. Il a quand même vraiment à cœur à chaque fois d'impliquer tout le monde et d'impliquer dans le moral, l'adhésion, on va dire, mais aussi financièrement. Hein, il nous donne même les calculs des marges, enfin de comment il calcule l'intéressement pour l'ensemble des équipes et il nous dit voilà, alors Mais, je fais ça et d'ailleurs je le mets pas en plus gros sur les objectifs stratégiques qui peuvent être amenés à bouger, ni sur les bénéfices qui peuvent être bougés, il faut aussi le mettre sur les efforts oui, réalisés et sur voilà. historiquement, il est tombé dans une boîte qui historiquement a toujours fait ça. Depuis la création de Oui, la boîte, qui c'est ce était qu'il dit effectivement. en début de siècle, Oui, ils avaient mis, je ne sais plus, de 15% l'intéressement ouais, sur depuis longtemps du effectivement. résultat avant impôt qui Mm. était distribué de façon très égalitaire. En pourcentage, enfin en fonction des salaires, mais il était distribué à tout le monde. Il y avait une longue culture d'intéressement dans la boîte. Non, ce que je trouve marrant, c'est que moi j'ai entendu mon père toute sa carrière parler de dire il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper des gens. Alors c'était dans l'automobile, c'est-à-dire que le message est passé, c'est encore plus difficile à passer. Mais Art a été vraiment le premier à choper la partie respect for people chez Toyota. Mm. Et il Euh, l'a traduit en charte des valeurs, enfin je sais pas très bien Oui, oui, comment il en a ça fait là. quelque chose. Et moi, ça m'avait Ouais. frappé à l'époque parce que Freddy, je l'ai toujours entendu s'occuper des gens. Et c'était une grosse bagarre dans l'automobile, mais il le faisait. Par contre, il était très sur le juste à temps. Et la dimension respect for people qui est très présente chez Toyota, dans leur littérature, dans plein de trucs, nous, on l'a vu plus tard. Et ça, Art, ah ben voilà, oui. Alors, c'est pas les trucs de Toyota, pour le coup, c'est les trucs de Warman. Non, Mais Art a chopé le coup très très vite. Dans les systèmes que construisait Freddy, il y avait l'engagement des salariés, mais c'était pas dans le même vocabulaire. d'accord. Et là, effectivement, il dit on l'a construit avec les équipes et l'idée, c'est qu'on le respecte tous à tous les niveaux, dans toutes les fonctions, dans toutes les relations qu'on peut avoir en interne et en externe avec les gens avec qui on travaille. Et c'est vraiment, enfin, on sent que c'est son code de conduite. Et il dit on l'a construit, il est resté tout le temps où j'étais Oui. chez Wiremold, il n'a pas bougé. Alors c'est son code de conduite et il parle beaucoup dans le livre d'un truc qui est remarquable à nouveau pour un dirigeant, c'est son exemplarité. Oui, absolument. C'est Ouais, un code auquel il s'est tenu ouais, et c'est un ouais. code, enfin je veux Ouais. dire, moi j'ai rarement entendu un type aussi respecté parce Mm. que ce code-là, il le vivait et Ori m'en a beaucoup parlé. Il y a une dimension d'exemplarité qu'on aimerait bien retrouver chez nos dirigeants. Un peu partout. Il Un a peu fait partout. ça même dans leur logo ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, Wiremold, client, salarié, Kaizen. Voilà, enfin, Ouais. c'est fort quand même. Hein, enfin, Ah, c'est très fort. Bah, et puis le fait de mettre les salariés en haut du logo, c'est quand même très très fort. ouais. Donc là-dessus, il est vraiment remarquable. Moi, ça m'a vraiment fait enfin, écho à quelque chose dont tu parles toi souvent, ce qui est l'intense collaboration, quoi. C'est vraiment de l'intense collaboration Oui. à chaque niveau avec l'ensemble des partenaires du business. Voilà. Et là-dessus, Ah c'est bah, quand tu même. sais, dans la fameuse visite là, chez Danaher, je crois, c'était la boîte d'avant, et quand ils ont emmené directement les patrons sur le terrain, c'était le responsable syndical qui a mené la visite.
Et ça fait partie du génie d'art. Voilà. Et il le dit d'ailleurs à un moment, il dit, il faut pas du tout avoir peur des boîtes syndiquées, il suffit de bosser avec les gens, on leur explique, et ils comprennent et ils sont contents. Et en plus, quand on leur dit que les salariés vont y gagner encore plus d'argent, parce que puisqu'on va gagner en bénéfice, ben, les salariés aussi, personne n'est contre, quoi, hein. Alors, ce qui m'a raconté, moi, c'est que quand il achète une boîte, il va voir tous les gens individuellement en 10 minutes. Il leur dit, voilà, je suis le nouveau patron, on va faire du Kaizen et vous ferez partie du plan du profit sharing. Bon. Mm. Et voilà, c'est tout ce qu'il a à leur dire. Et après, il voit comment les gens réagissent. Mais par contre, moi, je connais personne qui fait cet effort de dire à chacun, voilà le deal, voilà ce qui va se passer. Alors, je sais pas, enfin, je connais pas toutes les boîtes dans lesquelles il est intervenu, c'est pas non plus des multinationales à 1000 Non, personnes c'est pas, d'un non, coup, non, hein, c'est quand même du oui, oui, statut grosse PME, enfin, quelque chose comme des ça. grosses PME, oui, tout à fait. Voilà, le TI, je sais pas très bien après à quel moment on peut mettre les trucs. Hum. Mais alors, il a quand même aidé aussi, par exemple, les hôpitaux, des choses comme ça, qui là sont des plus grosses structures. Mais c'était pas peut-être là en tant que dirigeant, c'était plus en tant que soutien et soutien des dirigeants en place. Mais là, bon, c'est pas effectivement des entreprises à 10 000 personnes qui demandent un autre logistique d'accompagnement et de formation. En tout cas, ce qui est vraiment dingue, c'est qu'il appuie vraiment. Alors, il se faisait appeler, je crois, si j'ai bien compris, même Kaizen President, tellement il n'arrêtait pas voilà, de mettre en place des Kaizen avec toujours Oui, l'idée que chacun doit y non, il y contribuer, avait les Kaizen présidents et le président de Kaizen, c'est-à-dire qu'il demandait à tous ses directeurs de d'être participer là. au Kaizen. Donc tout son comité de direction participait à des Kaizen une fois par mois, un truc Ouais, dans un ouais, en tout rythme cas, très 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 soutenu, ouais, très très soutenu. c'est très soutenu et lui-même en faisait beaucoup et du coup avec des résultats en tout cas. Alors j'ai repris ce qu'il met là dans son bouquin un moment. Et voilà, des résultats d'une session Kaizen d'une semaine. Alors quand il parle Kaizen, c'est vraiment du Kaizen traditionnel. Une semaine de Kaizen avec donc des gens de tout l'ensemble du processus des clients. On a quand même quelques résultats qui sont assez, on va dire, costaud. Voilà, 90% du temps de réalisation en réduction, les effectifs aussi. Alors, il a d'ailleurs là-dessus Il est étonnant là-dessus, parce que là-dessus, il ouais, explique comment on que fait. non, bah, surtout, il dit que personne Ne ne sera. sera licencié à la suite d'un Kaizen. Ouais. D'ailleurs, Et, c'est une promesse qu'il fait en arrivant sur toute c'est une boîte qu'il promesse reprend. qu'il fait en arrivant, oui, et qui surprend beaucoup les syndicats. Et Et du coup, c'est vrai que tout de suite, il dit, d'ailleurs, il y a un chapitre sur dès que vous avez libéré des postes, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire. Vous pouvez, voilà, d'abord supprimer sans doute un peu les heures sup, l'intérim, etc. Puis bon, et puis comment vous développez des nouvelles lignes de produits en réponse aux Kaizen que vous avez menés avec vos clients, etc. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est assez intéressant. Alors, peut-être pour finir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors là, nous, on est un peu dans l'histoire, mais c'est vraiment ça qui est intéressant dans le témoignage. Et du coup, ben, on en arrive un peu au résultat de ce que ça a donné, même chez Wiremold, parce que il est arrivé, il y est resté un certain nombre d'années et puis ben, il en est parti, mais entre-temps, il s'est quand même passé plein de choses. Et effectivement, quand on regarde son bilan, alors hop, voilà, je bouge les trucs en même temps. Il avait une stratégie qui était de devenir le premier fournisseur dans son secteur, puis en faisant voilà, tout un tas de choses qui étaient très, très déjà détaillées avec des objectifs lean, hein, notamment 20 rotations de stock. Alors, il n'y est pas arrivé parce qu'on le voit sur le tableau du bas, il était à 18, je crois. Voilà, la rotation du stock est passée de 3 à 18. Mais en 10 ans à peine, on voit qu'il a fait quasiment, voilà, il a fait exploser cette société qui était pas en très bon état quand il est arrivé. Et, euh, et voilà, ça lui a donné l'envie. Il a ce truc, développé le business énormément. sur le Et truc de gauche, là, c'est ce que Aurélie Fumé, le cours que Aurélie nous a fait avec Nicolas Chartier, c'était ça. C'était ouais. ce qu'il appelait Fix the base, grow the business. Donc, on s'occupe des activités de base de l'entreprise, que tu vois sur le premier bullet point, et du coup, il y a à peu près 10% de croissance organique, mais ça nous permet, en s'asseyant là-dessus, de faire des acquisitions et continuer. Et ils ont fait combien 20 acquisitions, je crois. Oui, oui, Enfin, énorme. c'est incroyable le nombre d'acquisitions qu'ils ont fait, est juste dingue.
Et là aussi, il dit d'ailleurs, on les a toutes payées avec voilà, le en cash cash. qu'on avait dégagé. Mm. Et comme on a tout restructuré les stocks en arrivant et on a accéléré la rotation, de toute façon, en 3 ans, c'était amorti. Oui, 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 non, Encore une c'est fois, c'est un truc. spectaculaire. Spectaculaire. Voilà. Alors, ça ne concerne peut-être pas de la même manière des très, très, très grosses boîtes, mais quand même, c'est spectaculaire. Ça, c'est Bah, vrai que. l'autre truc spectaculaire, c'est le fait que ça n'intéresse personne. C'est vraiment très étonnant. Oui, c'est ça. C'est encore une fois, d'ailleurs, c'est lui il s'en étonne lui-même. Alors, il y a un truc quand même, faut voir le truc, c'est que dans son expérience, il n'a jamais buté sur la difficulté du SMED. Quand on crée une cellule ou quand on fait du SMED, il faut changer les choses techniquement. Et ça lui a jamais fait peur. Et il a toujours payé. Vous avez besoin de ça, on le fait. Enfin, je veux dire, il faut voir le truc. Il a jamais eu peur de casser la machine, de la remplacer par des machines plus petites. Enfin, de vraiment ce côté très, très, là pour le coup, américain et pragmatique. C'est-à-dire que les deux choses qu'il faisait essentiellement, qui étaient du SMED dans les engins capacitaires et de créer des cellules, ça ne lui faisait pas peur. Alors ça, c'est un truc des années 90. Moi, je me souviens, on faisait des trucs de dingue à l'époque. On déplaçait des robots de 2 tonnes dans la nuit, pas toujours intelligemment d'ailleurs. On veut Mais, essayer, quoi. oui, mais qui s'est quand même beaucoup perdu dans les années 2000. On a En plus, partie à cause. Ah, chez Heartburn ou partout? non, partout. Lui, je sais pas, mais on a buté parce que d'abord on butait sur le fait qu'il fallait bouger les machines qui avaient jamais bougé. Bon, ça d'accord. Puis après, on s'est mis à buter sur l'informatique aussi. Et donc, Et on a là, ça commencé à faire des confectionne. Kaizen. Et puis, bon, et encore aujourd'hui, les dirigeants qui veulent faire du SMAD, ils ont vite peur parce qu'ils voient la machine et ils n'osent pas y toucher. Il nous reste quelques minutes. Enfin, j'ai une chose moi pour conclure et sur la question des questions. Je n'ai juste eu qu'un commentaire d'Alexis qui très gentiment nous dit pour l'instant nous buvons vos paroles. C'est ça. Donc tu viens de boire Oui, un peu d'eau non, mais d'ailleurs. c'est curieux qu'il n'y ait pas de questions. C'est un livre que les gens n'ont pas lu ou. Alors, est-ce que certains d'entre vous l'avaient lu? On peut peut-être le faire, je ne sais pas si c'est par défaut dans quel sens on en aura le plus entre. Alors là, on a du non, non, en tout cas au début, ou un oui de Cécile. Ouais, et alors vraiment, a priori, en tout cas, les gens qui nous ont répondu jusqu'à présent l'ont plutôt pas lu. Moi, je l'avais lu il y a longtemps et je l'ai relu à l'occasion de notre book club. Et bon, ça a fait un peu le même effet hein, à chaque fois qu'on relit un livre, on le lit dans l'état où on est maintenant. J'ai sans Oui, doute oui, progressé avec orgueil. depuis ma première lecture et je l'ai trouvé d'une richesse vraiment intéressante et ça m'a presque redonné de l'espoir pour convaincre des patrons qu'aujourd'hui, on a parfois du mal à faire adhérer. Donc, c'est quand même voilà, Alors, c'est vraiment un vrai plus, quoi. mais à nouveau, c'est cette carte de vision, c'est incroyable. Bon, quand on a de l'industrie, on s'occupe des stocks. Quand c'est du service, on s'occupe du flux continu et de créer des cellules. Parce qu'en fait, c'est ce que tu le sais bien toi, tu as beaucoup bossé là-dessus. C'est qu'en service, le stock, c'est du Ouais, backlog. En fait, il y a du c'est de WIP l'encours. partout. C'est C'est de l'encours. l'encours. C'est le reste à faire. En fait, il y a des trucs partout qui sont pas finis. Donc, c'est le même problème. Ça se présente pas de la même façon, mais c'est le même problème. Alors, il en parle d'ailleurs un petit peu en disant que c'est la même chose, qu'il y a beaucoup de gains à faire, mais c'est vrai que ça laisse toujours. Enfin, moi, je me suis dit, ok, mais en service, on n'est jamais en flux continu en fait. Et c'est très dur le flux continu avec un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas si simple. Donc, c'est pas si simple. C'est en tout cas pas simple. C'est pas si simple. C'est pas simple. Donc, du coup, c'est vrai que. Alors, il y a une question qui est, c'est quoi créer une cellule? Tiens, peut-être que tu peux quand même. Ah, une cellule, c'est simple, c'est que prenons c'est des choses que tu connais mieux que moi, mais pour faire quoi que ce J'avais. soit, quand on a un flux administratif, tu as sans doute un graphique. Ouais, Pour faire quoi que ce je soit, l'ai quand on a là. Je un vais y flux administratif, on passe par 36 bureaux, les dossiers se constituent par différents Ouais, spécialistes, etc. là. Voilà. Il y a si je veux faire un dossier à la banque, ça va dans un bureau, ça se met dans une file d'attente, la personne bosse à son rythme. Une fois que le truc est dit, ça passe dans un autre bureau, ça passe dans une file d'attente. À chaque fois, il y a un jour. Et puis moi, en tant que client, j'ai pas de réponse avant des semaines et des semaines. Alors, ça s'est amélioré maintenant. Mais en fait, créer une cellule, c'est qu'on prend tous les gens qui sont dans le flux de travail, on les met autour d'une table
Et puis on leur dit, vous le faites comme en production, on leur dit, vous faites votre partie, vous le passez, etc. Vous le Vous passez à la passez suivante, immédiatement à votre vous le voisin, quoi. passez immédiatement à votre voisin, et on se rend compte que quelque chose qui prend 3 semaines du point de vue du client, généralement il y a 2 minutes de travail, ou 3 minutes, ou même 10 minutes, et qu'on accélère de façon spectaculaire la rapidité de réaction. À Donc l'heure là, on voit. actuelle, dans la crise qu'on voit, moi je suis sidéré le sujet là, qui anime tellement Sophie là, sur la stérilisation des masques, c'est juste que ça passe d'un département à l'autre sans jamais se décoincer. Et on est en plein on est sur un sujet vital, on a des soignants qui ont besoin d'aide, et tout le monde travaille très dur, tout le monde dit oui, oui, je m'en occupe. Mais on est en plein dans le fait que ça passe dans un bureau, ça doit passer à l'autre, ça doit passer à l'autre, et qu'il ne sort jamais rien. Absolument. Et alors, j'ai quand même une autre question voilà, de Yves qui dit une réussite grâce au personnage ou grâce aux lignes? Évidemment, ça va ensemble. Enfin, ça va ensemble. En tout cas, je ne sais pas s'il aurait réussi sans ligne. On sait qu'il n'aurait pas réussi sans ligne parce que Pas la même chose. des personnages comme ça, General Electric, il y en avait quand même quelques-uns. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était la boîte phare du management. Et donc, il s'est il se décrit lui-même comme ça. Il était un manager de General Electric classique, et il aurait pu devenir un financier à la horrible Jack Welch, tel qu'ils sont devenus, puisqu'on sait maintenant que General Electric, dans les années 2000, c'est l'équivalent d'Enron. C'est-à-dire que ça a été, le fait de se sortir de l'industrie pour se mettre dans la finance, ça a été une arnaque qui était tellement gros, c'est tellement too big to fail, que le gouvernement américain a refinancé sans arrêt pour que ça ne se voit pas, parce qu'il y avait tellement de sous-traitants qui pouvaient plier. Enfin, ça a été une catastrophe sans nom. Et donc lui a été transformé par ce savoir. Et deuxièmement, là où les deux se mélangent, c'est juste l'expérience. C'est juste l'expérience, c'est la sûreté de regard. Enfin, c'est quelqu'un qui manie. À chaque fois que je vois mon père sur le terrain, c'est pareil. C'est quelqu'un qui, comprenant ce que c'est que l'industrie, manie ses concepts, les ayant appris à la dure d'ailleurs, mais manie ses concepts très simplement. Et du coup, tout se simplifie. Et donc, on voit les situations, on dit, bah, commencez par 1, 2, 3. Et deuxièmement, une sûreté aussi sur le fait qu'il s'agit vraiment que des gens. On ne connaît. Il faut être sûr qu'on n'a pas la solution dans sa tête. Donc, quand il dit vous allez me enlever les racks, moi c'est un coup qui m'amuse parce que je l'ai fait, de dire un des coups favoris c'est de dire à des gens non, je vois bien votre stock, mais où est votre usine? Et puis on dit ben, vous allez enlever les racks, on pourra en parler avec Jacques la prochaine fois. J'ai aucune idée de savoir comment ils vont faire. Alors, on les aide un peu en disant commencer par les stocks morts, les machins, on ne sait pas où démarrer, mais on n'a aucune idée de savoir comment ils vont faire. Et en fait, ils s'en sortent toujours très bien. Enfin, je veux dire, ils le font. Les gens sont pas du tout. Les gens ont des idées et les gens Les sont gens ont patrons, ils des connaissent leur idées, job. et ils connaissent leur job. Donc, c'est cette conviction. Alors, à nouveau, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Lynn? Moi, je pense que c'est Lynn. Hein, C'est cette une jolie conviction rencontre en tout cas. Ils sont faits pour se profonde. rencontrer. Ce qu'il avait lui, c'est effectivement, il a cette façon d'être avec les gens qui là où le lean peut causer beaucoup de friction, là ça passait très bien. Il va être l'heure de bientôt conclure. Je vais juste mettre la dernière qui arrive. Voilà. Et là, ça va nous faire une excellente transition avec notre prochain book club. Parce qu'en fait, j'avais oublié ça. Et puis à l'époque, d'abord, tu n'avais pas encore écrit la stratégie Lean quand ce livre est sorti. Oh, c'est pas moi qui. Enfin, c'était un travail justement avec Auré Fiume, avec Ouais. Jacques Chaise et avec Dan Jones. Enfin, alors, la stratégie Lean, justement, on avait deux courants. Il y avait le courant Lean Thinking de Value Stream et de Jim et Dan. Et puis, il y avait le courant Hardburn ou le Lean, la stratégie. Et en fait, ce qu'on a fait, à force d'en discuter avec Dan, et au début, on avait du mal à se parler quand on s'est rencontré avec Dan, parce que justement, moi, j'étais plutôt du courant Hardburn, sans le savoir en plus. J'étais surtout du courant Freddy Ballet. Et Dan était très sur son truc de value stream. Et comme on a réussi à se parler au cours des années, c'est comme ça qu'on arrivait à faire une synthèse des deux. Mais du coup, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment formulé, il le formule très clairement dans son livre, c'est le lean, c'est la stratégie. Ah En oui, tout cas, oui. pour lui, c'est clair. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le bouquin qui a été écrit sur World est écrit par Bob Emiliani. Il a écrit un bouquin, Better Thinking, Better Results, qui est très très bien. Mais alors, c'est vraiment, c'est du blow by blow, quoi. Et c'est vraiment scène par scène ce qui s'est passé dans la transformation
Donc, c'était un prof, donc il a écrit comme un prof. Et Art Theory arrêtait pas de lui dire, mais le lean, c'est la stratégie. Et il voulait d'ailleurs appeler ça, donner le titre du lean, la stratégie. Et le prof n'a jamais rien voulu entendre. D'ailleurs, quand on a sorti la stratégie, Oui, je me rappelle qu'il a été il nous a un mis des peu. critiques très mauvaises, il s'est battu contre, il a dit c'est scandaleux, enfin je veux dire, il est parti dans un truc. Et du coup, alors c'était compliqué pour Art Theory, parce qu'il le connaissait très bien, il lui avait ouvert l'entreprise et ils l'ont démarré dans le lean, quoi. Il ne comprenait pas ce qu'il lui prenait. Et donc, je me souviens que dans un, on aurait dit le lean et la stratégie. Et puis avec l'expérience que j'avais d'être formé par Freddy, je dis bah mince, oui. Et même comme ça, il m'a fallu quand même près de 7 ans pour. Ouais. Enfin, moi, on l'a entendu tardivement quand même, de manière aussi simple en tout cas. Enfin, le moment où je me suis mis, on a animé cette équipe pour l'écrire, la stratégie Lean, même, il a fallu du temps, quoi. Alors, du coup, ça nous a fait notre conclusion pour notre book club d'aujourd'hui et presque l'introduction, en tout cas le passage sur le prochain. Il y avait une petite réaction à laquelle, de Carija qui demandait, qui avait une question, mais Cécile a peut-être répondu. Je ne sais pas si tu la vois. C'est comment anticiper l'effet que l'aspect standardisation du ligne puisse ralentir la réactivité dans les situations d'urgence comme celle qu'on vit aujourd'hui dans les centres de santé. Je ne Donc, comprends pas, c'est quoi l'aspect standardisation? euh, Il faut reprendre le schéma. On fait un pointillé entre le client et la production. Ce pointillé, on essaie de le remplir par un flux continu, autant qu'on peut. Pour tenir le flux continu, il faut savoir ce qu'on fait. Il n'y a pas de standard, c'est pas de la réglementation, la standardisation, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas, etc. C'est juste savoir ce qu'on fait. c'est pas de la normalisation, oui. C'est pas de la normalisation, c'est le débat qu'on avait sur le précédent book club avec Ono qui disait si vous ne changez pas vos standards une fois par Oui. mois, vous êtes un salary thief, vous piquez de l'argent à la boîte. La standardisation, elle est locale. C'est juste la standardisation. Par contre, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait au point où on sait l'écrire. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on écrit, c'est qu'on sait ce qu'on fait. Mais c'est pas de la standardisation, c'est pas du tout de l'uniformisation ou de la normalisation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, on a commencé presque le débat sur la stratégie ligne dans cette conclusion Attends, de Armstrong qui nous est là. je suis la fin de mon idée. L'autre chose qu'il faut standardiser, c'est le SMED. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde pour être plus flexible, donc il faut standardiser comment on fait l'activité A, il faut standardiser comment on fait l'activité B, mais surtout, il faut standardiser comment on passe de A à B et de B à A. Et c'est-à-dire standardiser, pas au sens de toujours le faire pareil, mais d'avoir des standards. Parce qu'en fait, De la vraie savoir comment difficulté, on le fait. c'est ce que tu es en train de découvrir quand tu passes d'un truc, tu t'améliores en passant d'un écran à l'autre. C'est qu'en fait, si on a un standard sur comment on le fait, ben, on arrive à faire les changements beaucoup plus vite. Et c'est ces changements qui nous rendent flexibles. C'est ça qui fait la grosse différence, évidemment, entre une usine Et Toyota et le reste du monde. oui, et le génie de Hart qu'on voit bien dans le bouquin, c'est que l'outil le plus important après le Kanban, c'est sans doute le Ouais, le SMED SMED. qui est en industrie et qu'il a vraiment Avec, très, et il a vraiment très très bien compris ça. ouais, avec des énormes gains là-dessus, Avec effectivement, avec qu'il explique très très bien sur oui, comment oui, ça lui permet de mieux servir tous ses clients. il faut reparler à Boris, hein, qui nous a fait un superbe Boris webinaire Sévesque, SNCF. de la SNCF le jour, parce que pareil, enfin, il a libéré le nombre de trains qu'il a libérés en les faisant. Il a eu cette grande révélation que pour faire rouler les trains, il fallait les faire rouler. C'est idiot, mais c'est qu'en fait, de mettre de la flexibilité par la standardisation des changements dans la façon dont on gère les trains, on a besoin de moins de trains. Ouais. Donc, la semaine prochaine, on parle de la stratégie Si tu veux, avec Jacques Chaise en plus, avec Jacques, super, qui est super. donc un Et des donc, co-auteurs du livre. Alors, on n'a pas invité Dan l'anglais ni Oreste Fiume, justement l'américain, mais au moins Jacques, qui est notre oui, parce que autre avec auteur la langue, français. oui, ça reste d'être difficile. Voilà. Mais effectivement, la stratégie Lean est totalement dans la continuité
Voilà, qui était la conclusion de Hart. Hein. C'est à la fois c'est la stratégie, c'est porté par les dirigeants et ça concerne tout le monde. C'est un flux d'idées en fait. Enfin, c'est vraiment le mot qui m'a frappé, enfin, qui m'a frappé Oui, dans, oui, qui est commun à vous deux quoi, la façon dont ah vous en ben, parlez. c'est clair. Une fois qu'on l'a vu, à nouveau, c'est pareil. Une fois qu'on l'a vu, on comprend pas que les gens ne le voient pas. Et voilà, c'est un peu ça. C'est quand on donne un objectif clair au flux d'idées. Enfin, je veux dire, à nouveau, les gens savent ce qu'ils font. Ils sont Ouais, totalement capables. Ils sont plein de volonté. Et en plus, quand ils s'engagent quand ils ont des idées qu'elles sont retenues et qu'ils sont engagés dans ce qu'ils font, bah, tout va mieux. Enfin, je veux dire, on fait marcher les choses. Et à nouveau, avec ce grand mystère qui est quand on lit celui-là, mais qui est aussi sur la stratégie Lean, c'est pourquoi, comment se fait-il que faire marcher les choses n'excite pas plus de dirigeants? écoute, Ça reste. voilà, il nous reste 1 heure au moins pour en parler la semaine prochaine. Et D'accord. les 2 derniers rendez-vous, je vous les donne tout de suite. On les a mis en ligne aussi sur le site si vous voulez vous inscrire. Et voilà, et que ça soit fait. Le 30 avril, on aura Gemba Kaizen de Imai, Masaki Imai, qui est aussi un classique. Et là, on Ah revient ouais, au japonais. génial. Ah, il est celui-là aussi pas. Imai, c'est lui qui nous a vraiment ouvert les yeux sur le Kaizen en Europe Voilà. et son livre est super. Ouais. Donc c'est un gros bouquin mais passionnant. Et pour finir la série, on ne pouvait pas ne pas le faire avec ça. Donc le 7 mai, quelques jours avant voilà, la fin du confinement pour tous, Notre libération. et voilà, Enfin devenir non, un leader lean. c'est pas du tout notre libération, c'est le jour où on va vraiment faire face au Covid. Ouais, en direct, tous. On va, comme on dit en anglais, on va face the music. Là, c'est là que, oui, c'est là qu'on va voir, justement, c'est là que tous ces livres ont de l'importance, parce que, en fait, on est quand même dans une situation assez particulière. On est en train il y a en face de nous le fait qu'il va falloir qu'on change nos habitudes sanitaires, mais qu'on le repousse avec le confinement. Voilà. Et ben une fois qu'on En sera pensant sorti, que il pendant faudra ce qu'on y temps-là, on va aille. avoir des trucs magiques comme les masques, les machins qui vont magiquement arriver, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, le vrai challenge qu'on a en face de nous quand on va sortir de ce truc, c'est comment est-ce qu'on apprend à tout le monde, comme à la Hardburn, le changement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on construit des pratiques sanitaires plutôt que de les imposer de façon arbitraire. Parce que comment est-ce qu'on va faire pour revenir dans des bureaux qui doivent être désinfectés Tous les jours toutes les ou aux 2 heures, dans endroits et lesquels tout les ça. gens doivent être à une distance de 2 mètres. Enfin, je veux dire que si c'est pas préparé, si c'est pas construit avec les gens eux-mêmes, on va retomber dans les trucs qu'on a toujours l'habitude de mettre en place des procédures et des normalisations que personne ne comprend, que personne n'admet, et de toute façon avec lesquelles personne ne sait travailler. Donc on est en plein dans le sujet. Ouais. Standard de travail. Standard de travail. Comprendre la nécessité, De les créer comprendre les ensemble. raisons Ouais. des standards de Le travail sens. et les élaborer ensemble pour qu'on fasse un truc dans lequel on arrive à bosser. Ouais. Ce qui est quand même pas un mince enjeu en tout cas, effectivement, pour les mois à venir. Merci à tous. Donc oui, je l'ai dit, mais ça a peut-être été mangé. Le 7 mai, on finira donc avec devenir un leader lean, qui est Super. ton dernier bébé. C'est pas bon, hein, c'est pas bon. Alors là, c'est encore plus pas bon que le dernier. On est, Vous je êtes suis 5 ou 6, ouais. aussi. Mais on invitera un des co-auteurs pour D'accord. venir discuter. Ça marche? Très bonne idée. Super. Voilà. Merci Anne-Lise. Merci à toi, merci à tous. Merci à vous vraiment de votre présence. Voilà, on voit tous les gens qui sont là et ça nous fait plaisir de vous revoir. À très bientôt. Merci, bonsoir. Bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. Merci, bonne soirée.